L'idée était de faire réagir à la suite de ces présentations, dont j'espère qu'elles vous ont permis de rassembler tous les éléments de contexte et que tout le monde soit un petit peu au même niveau, de faire réagir les intervenants à un certain nombre de questions, à peu près 4 questions, 4 grands points, sur lesquels je vais leur demander donc, de réagir en fonction de leurs connaissances respectives, sachant que, comme vous l'avez remarqué, leurs compétences sont tout à fait diversifiées, que ce soit sur les bioénergies, les mesures de boisement, déboisement et l'historique du mécanisme RED. Donc, un premier axe aurait été, puisque comme vous l'avez compris, finalement, la genèse de ce mécanisme remonte à une décennie auparavant, et que les causes de la déforestation, dont malheureusement nous n'avons pas réellement discuté ce matin, mais je pense que Frédéric pourra revenir là-dessus, savoir si finalement, pendant ces 10 années, depuis la genèse de RED, est-ce que le fait que les dynamiques de déforestation ayant changé, cela devrait avoir des implications sur l'architecture même de RED, sur la manière de fonctionner. On peut toujours mentionner le cas spectaculaire du Brésil qui, depuis à peu près 10 ans, a fait chuter de manière tout à fait drastique et spectaculaire son taux de déforestation, bon, ce qui n'est pas le cas de tous les pays. Donc ça, c'était un premier axe. Par ailleurs, on a bien vu que finalement, il y avait eu la problématique du financement avait beaucoup évolué, puisque le grand principe de départ de connecter ce mécanisme au marché carbone s'est peu à peu dissous pour être remplacé par un autre grand mode de financement qui est le Green Fund, le fonds vert dans le cadre de la Convention climat, qui devrait, comme vous le savez, être abondé à hauteur d'à peu près 100 milliards de dollars par an d'ici 2020, et dont on espère qu'il y aurait une fenêtre RED qui permettrait de financer sur ces 100 milliards une partie des activités. Donc est-ce que ceci a des implications sur le mode d'action de RED, le fait qu'on ait changé de mode de financement? Je vous les donne tout ensemble et vous réagirez sur celles qui vous semblent les plus pertinentes et sur lesquelles vous avez vraiment quelque chose à ajouter. Le troisième grand axe, c'est de savoir si cette approche projet, dont on a bien vu qu'en fait on avait fait une sorte de cycle, puisqu'on avait au début des années 2000 rejeté l'approche projet dans le cadre du mécanisme de développement propre pour des raisons techniques liées aux fuites, etc. Je ne reviendrai pas là-dessus, avoir une approche plus globale et nationale pour finalement revenir vers l'approche projet sous des atours de projet pilote, de manière à avoir une étape transitoire. Mais finalement, est-ce qu'on ne va pas rester là, quoi? Est-ce qu'il ne va pas y avoir un blocage et que finalement on est revenu sur les approches projets et on va en rester aux approches projets avec tous les problèmes que vous avez pu mentionner. Et le dernier point, donc en lien avec cette croissance des approches projets, c'est cette domination, cette prégnance des approches projets qui s'est accompagnée par le développement de labels, de mécanismes de certification qui permettraient de, par exemple, vous avez CCDH, je me souviens plus exactement ce que ça veut dire, c'est climate, c'est en lien en fait avec les questions de biodiversité. Voilà, il y a climate et community dedans et biodiversity, donc vous aurez compris que ça s'intéresse aux aspects de biodiversité et les questions sociales. Et donc est-ce que finalement ceci permet de garantir l'effectivité des mécanismes RED, cette effectivité étant bien celle qui avait été remise en question et critiquée au tout début, lorsque le mécanisme de développement propre avait essayé de s'emparer de la question. Alors je crois qu'on avait quand même des débuts de réponse, puisque vous avez eu l'air de suggérer. Voilà. Donc, alors, bien évidemment, donc je vais dans un premier temps demander aux participants de réagir aux points qui leur semblent les plus pertinents, et ensuite il y aura un dialogue avec la salle. Donc on va essayer de faire relativement bref, 2-3 minutes par participant pour commencer. Réagir sur un de ces points, ou si vous préférez réagir à des questions de la salle finalement, si peut-être pas mal. Enfin, on va laisser Frédéric pour le moment. Moi, je peux faire simplement un commentaire sur le Brésil. Je ne sais pas si tu as mentionné effectivement que le Brésil avait. Les gens savent que le Brésil a réduit
fortement ces taux de déforestation. J'avais une des slides que je n'ai pas montrée, je ne sais pas si tu veux la montrer, rouvrir la présentation, c'est la troisième avant la fin, 1, 2, 3, la troisième quatrième avant la fin. C'est le... Et... Donc il est ce qu'on sait, c'est que le Brésil prétend ou montre qu'à partir de 2004, il y a eu une forte réduction. Ouais, la scène précédente, juste avant. Une avant. Voilà, celle-ci. Donc ça, ce sont les taux de déforestation mesurés par un programme d'image satellitaire par le Brésil, qui est considéré comme le plus fiable, sur l'Amazonie... non, il fallait passer. Sur l'Amazonie brésilienne, c'est-à-dire que c'est sur les... Vous sélectionnez là. Donc, depuis 1988, les Brésiliens avaient été critiqués au début des années 90 par d'énormes taux de déforestation. À l'époque, ce n'était pas lié aux émissions de carbone particulièrement, mais au fait que l'Amazonie disparaissait très rapidement. Et donc ces taux sont entre 1 million et 2 millions d'hectares. Vous voyez, il y a une grosse fluctuation. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les Brésiliens ne mesurent ces taux que sur l'Amazonie brésilienne, que sur la partie humide du Brésil. Ça exclut toutes les forêts sèches du Brésil qui ne sont pas reportées dans ces taux-là. Et alors, donc, le premier effet flagrant, c'est qu'à partir de 2004, il y a une réduction drastique des taux. Ils ont eu un pic en 2002-2003 au-dessus de 2 500 000 hectares par an. Ils sont tombés maintenant en 2012, leur dernier chiffre, en dessous de 500 000 hectares par an. Et donc, ils combinent, donc ils montrent à la fois qu'ils ont été capables de faire ça. Ils ne le relient pas du tout à REDD. La raison pour laquelle, depuis 2004, il y a une réduction de déforestation. Les Brésiliens avaient monté ce programme de suivi de la déforestation parce que justement, ils voulaient essayer de réduire leur taux. Et ils n'y arrivaient pas. Ils ont commencé à y arriver à partir de 2004, à partir du moment où ils ont mis en place un programme qui s'appelle DETER. Donc ce programme-là s'appelle PRODES, donc ils ont dit, l'agence spatiale brésilienne a mis en place plusieurs programmes. À partir de 2004, avec l'IBAMA, donc l'agence spatiale brésilienne INPE et l'IBAMA, qui est l'agence de protection de l'environnement brésilienne, ont mis en place un programme où en quelques jours, ils étaient capables de détecter la déforestation et aller sur le terrain, confisquer le matériel. Ils utilisent des espèces d'engins avec des chaînes pour faire tomber les arbres. Soit ils confisquaient ce matériel-là, soit ils confisquaient s'il y avait des vaches, du bétail qui était déjà mis en place. Et ça a eu un effet, parce que les gens se sont rendus compte qu'ils pouvaient financièrement, économiquement, perdre leur investissement, et donc ça n'avait plus d'intérêt de déforester. Donc c'est pas du tout... ce que je veux dire, c'est que la réduction de la déforestation est due à deux choses. Un outil pratique pour empêcher ce qui qui a toujours été considéré comme illégal, et une volonté du pays d'implémenter ça au niveau national. Ce que montrent les Brésiliens, c'est que cette déforestation a été réduite, mais en même temps, la production, il le montre la slide suivante qui a disparu, c'est que la production de biens type soya n'a pas diminué. C'était montré sur cette slide, sur l'état du Mato Grosso. Donc c'est la même slide que précédemment, mais simplement réduite à un des États, donc une des parties du Brésil. Vous voyez que depuis 2004, la production de déforestation a diminué, et en même temps, il montre la production cumulée de, je pense que soya et une autre culture, et le bétail, est stable ou a légèrement augmenté. Alors ça c'est un peu trompeur, mais c'est le message que passent les Brésiliens. Les Brésiliens passent le message, on peut diminuer la déforestation et continuer à augmenter la production de bétail. C'est un peu trompeur parce que en fait probablement une partie de cette déforestation s'est déplacée dans les zones sèches. Et en incluant le Mato Grosso qui a des zones sèches qui ne sont pas mesurées dans cette déforestation. C'est probablement un peu trompeur, mais ceci dit, le message est réel. C'est vrai qu'on peut diminuer la déforestation et continuer à produire pratiquement autant en recentrant sur d'autres zones. Et tout ça, de nouveau, indépendamment de REDD. Les Brésiliens n'ont pas fait ça dans l'espoir d'obtenir de l'argent pour REDD, à travers REDD. Ceci dit, ils vont bénéficier de REDD, mais la question, ça va être comment ils vont en bénéficier. Ils discutent, je sais que les Norvégiens vont leur donner, sont en discussion, le fonds norvégien
Les Brésiliens ont une origine indiquée qu'ils donneront jusqu'à 1 milliard d'euros au Brésil, 1 milliard d'euros à l'Indonésie pour appliquer RED, ou les Readiness Play. Probablement les Brésiliens seront les premiers à pouvoir en bénéficier, les Indonésiens certains sont beaucoup plus de difficultés. Donc les Brésiliens vont certainement bénéficier d'une manière ou d'une autre de RED. Mais ce qui va être compliqué pour les Brésiliens, c'est pour la communauté dans le cadre de l'exercice, de déterminer un reference level. Quel est, en ayant vu ces taux de déforestation fluctuants et diminuants, qu'est-ce que vous prenez dans le cadre RED, il faudra démontrer diminution par rapport à une référence. Quelle sera la référence et comment elle sera déterminée. Bon, ça c'est un peu ce que je voulais ajouter par rapport à... J'avais quand même une question à ce propos, c'est au niveau des... À partir du moment où on est sur une approche projet, avec des espaces localisés, est-ce que justement en termes de mesure, en termes d'instruments de mesure, est-ce que ça change quelque chose fondamentalement ou pas? C'est-à-dire toutes les études qu'on a pu voir qui essaient de déterminer un niveau national ou régional, lorsque c'est appliqué à des projets, est-ce que fondamentalement ce sont les mêmes méthodes ou est-ce que... Au départ de RED, quand il y a eu les premières discussions dans le milieu des années 2000, un premier blocage des négociateurs, c'était de dire est-ce qu'il va y avoir des méthodes qui vont pouvoir s'appliquer pour que RED fonctionne. En général, le problème des négociateurs de l'UNFCCC, c'est de dire on peut implémenter, mettre en place des protocoles, mais il faudrait savoir il faut que les méthodes existent pour que l'implémentation du protocole puisse être possible. Dans le cadre du protocole de Kyoto, les choses ont été faites un peu à l'inverse. C'est-à-dire que le protocole de Kyoto a été mis en place, et après ils ont dit quelle méthode appliquer pour le suivre, l'Indus Chain and Forestry. Pour le RED, comme les négociateurs au départ, certains négociateurs disaient qu'il n'y a pas suffisamment d'informations, ça va être impossible de mesurer les émissions de la déforestation, ils utilisaient ça pour bloquer les négociations. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des groupes de scientifiques dont on a fait partie, qui ont dit non, il y a certaines méthodes permettent avec une certaine précision de mesurer la déforestation et les émissions. Ces méthodes sont basées sur les méthodes IPCC qui sont applicables pour le LULUCF, et en plus de ça, ce qu'on a dit, c'est que dans les zones tropicales, il fallait utiliser la télédétection parce qu'il n'y a quasiment aucun pays qui a un inventaire forestier fiable, en dehors d'exceptions comme l'Inde ou le Mexique. Aucun pays tropical n'a un inventaire forestier qui nous donne des données fiables, ni sur le changement de surface, ni sur les stocks de carbone. On a dit, il y a certaines méthodes, il y a eu un sourcebook de différents, publié par un nombre scientifique, qui a permis d'aider, ou au moins de passer au-delà de ces blocages dans les négociations. Les méthodes qui doivent être, quand on dit les méthodes satellitaires doivent être utilisées pour déterminer les changements de couverture forestière, ça doit s'appliquer que ce soit au niveau national ou au niveau local. Une image satellitaire, elle est indépendante de l'échelle. Si, au niveau national, ça demande plus de données, plus de travail, mais la méthode est la même. Au niveau de l'assessment de carbon stock, c'est la même chose. Quand on doit mesurer le stock de carbone, que ce soit au niveau national, c'est une histoire d'échelle. Les méthodes sont exactement les mêmes au niveau local qu'à niveau national. C'est évident que mettre en place un inventaire forestier national au Brésil, ça demande des ressources énormes par rapport à si ça doit être au niveau d'un projet. Très bien, merci. Une réaction du public peut-être là-dessus? Michel Aguilbert, conseiller général de l'agriculture. J'ai un peu travaillé sur RED à la Banque mondiale et j'étais 3 mois sur Burundi cet hiver sur le terrain. Je vous remercie de cette dernière intervention sur le Brésil, me paraît intéressante, qui montre que finalement la RED me paraît limitée à un domaine, à un champ très étroit finalement de la seule déforestation, puisque en fait il y a en arrière-plan toute l'intensification qui est nécessaire probablement au niveau agricole et peut-être même forestier pour lutter contre les drivers, donc c'est l'approche projet. Donc moi il me semble que cette vision de se focaliser uniquement sur la déforestation, c'est pas suffisant. Enfin, bien sûr, il faut traiter ces drivers, mais dans le cadre d'une économie verte beaucoup plus large. Pourquoi? Parce que c'est pas pareil de déforester et de laisser du terrain nu comme on voit en Afrique par exemple, ou de déforester et de faire de l'agroforesterie derrière, ou même de stopper la déforestation
déforestation et de faire des plantations productives qui vont alimenter une économie verte. Bon, donc il me semble que la vision actuelle est un petit peu limitée dans son champ. La deuxième réflexion que je voudrais faire, c'est que je trouve qu'on arrive à quelque chose une espèce d'usine à gaz dans tous les documents, les démarches que j'ai pu voir, des documents très importants pour calculer des coûts d'opportunité, etc. Le gars qui reste dans son fauteuil et ne rien faire pour éviter qu'il y ait un champ de soja à la place de sa forêt. Et des choses hyper compliquées. Ces scénarios de base sont le type même de choses critiquables. Pourquoi est-ce qu'on ne traite pas uniquement le scénario historique, finalement? Parce que ce qui intéresse, finalement, dans une négociation Nord-Sud, finalement, c'est pas tellement de savoir si ça allait peut-être être la catastrophe multipliée par 2 comme taux, c'est de savoir est-ce qu'on va réduire la déforestation. Donc c'est au projet eux-mêmes, REDD, de faire en sorte que ça réduise. Ce n'est pas à eux de dire j'ai une baseline très importante, vous savez, il faut me payer très cher. Non. Combien est-ce que vous voulez pour que ça s'arrête? Juste sur ce point, une réponse rapide, hein, c'est que c'était l'idée initiale. L'idée initiale en 2003, les gens avaient le regard fixé sur le Brésil en disant si le Brésil baisse sa déforestation, etc. Le problème, c'est qu'il y a toute une série de pays, dont en premier chef les pays du bassin du Congo, qui ont dit bah, écoutez, nous, ce système, on n'en veut pas. Parce que nous avons des taux de déforestation très faibles, mais nous avons des besoins de développement très élevés, nous avons une démographie en croissance. Donc nous voulons un système dans lequel nous nous basons sur un scénario, comme dans le cas du MDP, et non pas sur le passé. Parce que si c'est le passé, on n'en veut pas parce qu'on va être perdant, on ne va rien gagner dans ce système. Donc c'est comme ça que dans la négociation, on est arrivé à ce système des scénarios qui était déjà connu, puisque c'est la base du MDP. Et bien évidemment, ça pose des problèmes assez épouvantables du point de vue de la rigueur, du risque de manipulation, de la connaissance. Enfin bon, c'est tout simplement, est-ce qu'on peut prédire véritablement quelque chose de l'avenir? Et bon, ça voilà. Alors peut-être une question de... le micro est derrière. Merci de vous présenter. Thank you. The question will be in English. What we've heard from Frederic and from others this morning does make me wonder whether there's a question missing from your list of good questions there, and that is there a danger that REDD is actually going to worsen the problem of deforestation? And the reason I ask that is that it seems very clear that the improvements that have happened in Brazil have been, broadly speaking, because of improvements in forest governance. The monitoring and the control and the regulatory mechanisms and so on have all improved drastically over the last 6 or 7 years, and entirely without any funding involving REDD, even if the Brazilian government may expect at some time it will get REDD funding, but it's been entirely without REDD. On the other hand, in countries such as the Congo Basin countries, which I'll talk about later this afternoon, where there was initially a reluctance to engage in REDD, but now they're very, very enthusiastically engaging in REDD, what we're seeing is a drastic increase in deforestation. And what I've observed quite closely in a number of countries, and it's been observed in various parts of the tropics, is that as the lure, the attractiveness of all this money, billions and billions of dollars, according to some of the kind of proponents like the World Bank, has grown in the minds of many tropical governments, so they've become much less interested in processes like the EU FLEGT process, which deliberately aims to set out to structurally improve the way that the forest sector is managed. In fact, you can very clearly trace a graph whereby as REDD has become more significant in the last 5 or 6 years, so efforts to improve the basic governance of forests in these countries has actually declined. So in that sense, I do wonder whether what we've seen is probably REDD starting to undermine some of the few good examples we were starting to see of improved forest governance and reduced deforestation. Sorry, I should have introduced myself. I'm Simon Counsell from the Rainforest Foundation UK. Très bien. Donc en substance, hein, je pense que tout le monde parle anglais dans la salle.
le RAID et d'autres modes d'intervention comme capables d'aggraver finalement le problème. Vous avez donné l'exemple de certains pays où l'enthousiasme pour se plonger dans la mise en œuvre de RAID a donné des effets plutôt contradictoires en fait sur le couvert forestier. Madame. Laurence Caramel du Monde. Ma question va dans le même sens, c'est-à-dire est-ce qu'il ne faudrait pas arrêter de parler de RAID? Est-ce qu'on n'a pas suffisamment d'exemples, et vous en avez donné ce matin, pour conclure que RAID ne marche pas, que c'est extrêmement consommateur d'argent public, notamment à travers les institutions internationales, qui dépensent des millions et des millions pour faire des études de faisabilité, enfin pour nous faire croire que cela peut marcher, que cela surtout pour l'instant servi à enrichir des organismes de certification et que sur le terrain, on n'a rien vu. Je ne sais pas si vous voulez réagir, mais enfin, moi j'ai déjà une petite remarque, c'est qu'en gros le problème c'est que de dire que RAID est efficace ou pas pose un problème conceptuel, parce qu'on ne sait pas nécessairement de quoi on parle, et ça c'est un réel problème. Est-ce que c'est RAID en tant que mode de financement? Est-ce que c'est RAID en tant que connexion au marché carbone? Est-ce que c'est la réalisation sur place par un certain nombre d'opérateurs tels que des ONG? Oui. Ouais. Mais je veux dire, oui, d'accord. Parce qu'il y a toujours un problème de relabellisation dans un certain nombre de cas avec des projets de conservation qu'on a nommés RAID a posteriori, etc. C'est très difficile en fait de mesurer parfois les impacts, mais enfin, si vous voulez réagir ou... Non, je pense que c'est un point assez clair déjà dans les présentations. Ou tu veux... Je veux réagir sur les deux, sur l'intervention de Simon aussi. On a effectivement un problème. Là, je suis d'accord sur le fait qu'on a le même problème avec les PSE d'ailleurs. C'est-à-dire que nous vivons sous un régime théorique du principe de la responsabilité commune, mais différenciée, au pays du Nord, pays du Sud. Il y a une dette écologique des pays du Nord, très clairement. C'est qui a pollué, effectivement, les pays industrialisés ont pollué. C'est eux qui sont les responsables historiques, disons, des dégradations environnementales essentielles et du stock aujourd'hui de CO2 dans l'atmosphère. Même si aujourd'hui la Chine et les pays émergents sont les premiers pollueurs. Le problème avec RAID, c'est qu'un certain nombre, cela inclut de l'intérêt, du calcul, là où seule la responsabilité commune devrait prévaloir, même différenciée. L'exemple du Guyana, enfin, beaucoup d'entre vous dans la salle connaissent l'exemple du Guyana, pays un peu comme le Gabon du point de vue de son taux de déforestation, son enclavement, sa faible population, presque zéro déforestation. En 2008, le président Jacques Déo décide de faire son propre scénario de référence. Ils vont chercher des experts très réputés, le cabinet McKinsey, qui effectivement sort un merveilleux scénario qui est devenu un cas d'école, où la déforestation projetée jusqu'en 2020 passe à 4,5% à peu près de déforestation annuelle. En disant les sols s'y prêtent, on peut faire du palmier à huile partout, il y a des mines partout, etc. Donc Paul Emmanuel, c'était... voici d'ailleurs, effectivement, on peut avoir de très bons experts très réputés, mais qui peuvent nous faire des choses qui sont... Là aussi, est-ce que c'est irréaliste? Personne ne peut le dire. Ma collègue Janet Bulkan disait c'est pas vrai, ils pourront pas, les sols sont trop pauvres, etc. Après tout, on n'a aucun moyen de savoir si ce taux de 4,5 est réaliste ou totalement fantaisiste. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'on n'était plus dans l'ordre de la prévision, on était dans l'ordre du chantage environnemental. Et on revenait à quelque chose de dire, ça avait été chiffré, le coût d'opportunité avait été chiffré par McKinsey, qui était de dire ça coûte 580 millions de dollars par an pour effectivement prévenir ce scénario et rester dans des choses effectivement qui soient, etc. À ce moment-là, les choses, c'est-à-dire beaucoup d'observateurs ont commencé à comprendre en fait, et alors là c'est un vrai problème, et je reviens sur le fait de Simon, est-ce que ce mécanisme ne revient pas au fond à introduire une nouvelle logique qui n'est plus la logique de la responsabilité, mais la logique effectivement de l'intérêt? Donc on n'est pas dans la marchandisation de la nature, je ne suis pas comme les Boliviens, mais je pense qu'effectivement on est devant un problème qui est celui, effectivement, que la posture des acteurs qui négocient va être de dire, eh bien, effectivement, après tout, qui le disait là, c'est ce matin, après tout, si je ne reçois pas l'argent que je réclame, je n'ai aucune raison de conserver ces forêts, il est mieux pour moi de faire du palmier à huile. Et à ce moment-là, on rentre dans une logique de calcul et non plus dans une logique de dire qu'est-ce qu'on peut faire chacun à notre niveau pour prendre nos responsabilités vis-à-vis d'un destin commun.
Ça, c'est un des problèmes effectivement de RAID, et je dirais que là, je suis assez d'accord avec Simon sur ce problème. Très bien. Frédéric? Si je peux ajouter un commentaire plus technique, l'aspect économique ou politique, il n'est pas du tout de ma responsabilité. Mais quelques points techniques. Le départ de la discussion sur RAID, c'est que dans le protocole de Kyoto, un certain nombre de pays se sont engagés à réduire leurs émissions. Et cette réduction, ils étaient engagés à faire d'énormes efforts pour réduire leurs émissions, à une époque où certaines études ont commencé à dire que la déforestation tropicale contribue jusqu'à 20% aux émissions anthropogéniques. Donc il y avait cette incohérence où les pays européens investissaient énormément d'argent pour réduire de l'ordre de 5 ou 6% leurs émissions en Europe, et en même temps, il y avait 20% des émissions dans le monde qui étaient totalement incontrôlées, qui étaient hors du champ d'application même si le principe c'était aussi que ces pays-là étaient en voie de développement et devaient bénéficier, pour ne pas les empêcher de se développer, on les laissait libres de continuer leur développement. Donc ça c'est le principe de base fondateur. Si on n'est pas d'accord, et les négociateurs ici partent de ce principe, si effectivement dire on exclurait, lorsque dans le protocole de Kyoto au départ les gens voulaient exclure le domaine, il y a eu une discussion, est-ce qu'on met le secteur forestier, le secteur agricole et forestier, dans le protocole de Kyoto, on aurait pu dire on l'exclut puisque la plupart des émissions anthropogéniques sont dues aux combustions de l'énergie fossile et pas à la forêt. Et c'est un problème de négociation politique. Pour des raisons politiques, les pays ont voulu inclure le luxe dans le protocole de Kyoto. Pour des raisons, ça c'est plus politique que parce qu'elle représentait peu, pour le RAID représente énormément. Si vous excluez les émissions de la déforestation et la dégradation des pays tropicaux, vous dites je laisse ces 20%, ces 15%, je me moque de ce qui se passe et j'essaie de réduire sur le reste. Donc, je pense que si on veut être constructif dans une vision, et les Européens politiquement sont dans cette ligne-là, si l'objectif c'est de réduire, de maintenir, limiter la hausse de la température à 2 degrés, il faut prendre en compte tout ce qui contribue à l'augmentation de la température. Et la déforestation tropicale, la dégradation tropicale sont un des éléments qui contribuent à ça. Le deuxième point technique qui a été dit ce matin, c'est que RAID n'est pas encore un mécanisme officiel. Tout ce qui se passe sous l'entité RAID, ce sont des mécanismes, des financements volontaires. Il n'y a toujours pas un accord, comme il n'y a pas un post-Kyoto qui existe, il n'y a toujours pas d'accord réel sur quel doit être le système RAID. Donc on ne peut pas dire que RAID ne marche pas, on peut dire qu'en ce moment, ce qui marche, c'est certains éléments de démonstration ou pas. Et troisième point technique, que sur les histoires de scénarios. Au départ des discussions de RAID, effectivement, on parlait de baseline, c'est-à-dire de scénarios où les pays devaient faire des projections, puisque RAID devrait, en théorie, donner des incitations, des compensations financières à des pays qui réduiraient leurs émissions. La réduction, et les pays ont dit on ne veut pas utiliser une moyenne historique, on veut un scénario qui dise ce qu'on aurait émis sans RAID. Il y a eu de fortes discussions, de forts antagonismes. Le mot baseline n'a plus été utilisé. On est passé à la terminologie actuelle c'est reference emission levels ou reference levels. Donc des émissions, des taux d'émission de référence. Et ces taux-là, c'est sûr qu'il va y avoir une discussion politique. Ils vont être de la même manière que dans le protocole de Kyoto, quand la France a dit nous on réduira de 6%, le pourcentage de la France n'est pas le même que celui de l'Angleterre, n'est pas le même que celui de l'Allemagne. C'est basé sur une discussion politique. C'est pas basé. Il y a des éléments techniques par derrière, mais après les Français s'engagent plus, sur les Allemands moins, etc. Ça va être la même chose sur elle. Il va y avoir une discussion politique. Il y aura des éléments historiques. Les Brésiliens montrent qu'ils ont réduit. Donc il va falloir prendre en compte ces éléments historiques. Mais à un moment donné, les Brésiliens mettront sur la table une proposition pour leur taux de référence, et ça sera, la Guyana mettra, et ça sera à discuter et à se mettre, et qu'il y ait un accord dessus. Donc là aussi, ça ne va pas être imposé par les pays. Il va y avoir une discussion et un accord devrait être trouvé pour que chacun. Et ça, je veux dire, on peut, si un pays démontre, propose un reference emission level
qui n'est pas accepté par d'autres pays. Dans la phase de discussion, il faudra que ce soit transparent, que ce soit basé sur des données scientifiques, et là, il pourra être, dans la phase de discussion, ça pourrait être renégocié. D'accord, mais en fait, je pense que là, c'est quand même un point important pour que tout le monde soit sûr de bien comprendre, parce que quand même, apparemment, en l'état actuel des discussions, les pays ne pourront pas se voir imposer réellement d'expertise, si vous voulez, des résultats issus d'une expertise complètement indépendante en ce qui concerne leur taux de déforestation à venir. C'est-à-dire qu'apparemment, il y a un principe de souveraineté qui continue à s'exercer de manière très forte, et autant on demande à ce que les pays soient eux-mêmes responsables de développer leur scénario de référence, autant, apparemment, le résultat sera le fruit d'une négociation. On ne pourra pas imposer par un panel d'experts indépendants, finalement, quel sera le taux de déforestation futur du pays. Si j'ai bien compris l'état des discussions. Je me souviens plus exactement de l'article qui correspond à ça, mais enfin, il semblerait qu'il y ait un point de blocage assez important à ce niveau-là. Donc, sur les thèmes dans le jargon RED, il y a un acronyme MRV, Monitoring, Reporting, Verification, qui s'applique aussi au LULUCF. Donc les pays doivent mettre en place des mécanismes de monitoring, ça c'est pour être capable de faire le rapport, les estimations de leurs émissions maintenant et dans le futur. Et la troisième phase, c'est verification. Pour l'instant, dans le cadre de l'ULUCF, la vérification se fait par des experts qui sont mandatés par le secrétariat de l'UNFCCC. Donc la France fait sa déclaration d'émissions dues à son facteur forestier en France. Ça va être le secrétariat de l'UNFCCC va distribuer ce rapport à 2 ou 3 experts indépendants qui sont d'autres pays, qui ne sont pas français, sûrement pas français, et ces experts auront pour mission de lire le rapport et de vérifier à la fois que ça suit les guidelines, donc ça suit bien ce qui a été demandé en termes de détails, et ensuite ils vont vérifier que les méthodes sont transparentes, ils vont vérifier que, bien entendu, ils n'auront pas le mandat de refaire la mesure. Donc ce qu'ils vérifient, si la Guyane dit moi j'ai des forêts à 600 tonnes de carbone par hectare, ils vont dire ça c'est un peu trop, quoi. Ça va poser problème. En revanche, si la Guyane dit j'ai 150 tonnes, ils ne seront pas mandatés pour aller vérifier que c'est 150, au lieu de 150, c'est 148 ou 152. Il y aura une vérification importante, mais qui est basée sur l'expertise scientifique. Mais dans le monde, c'est difficile de faire mieux, quoi. Le processus scientifique dans la publication des revues scientifiques, c'est la même chose. Quand on reçoit un papier à revoir et qu'on doit le commenter, on ne refait pas l'expérience. On se contente de lire le papier, de dire est-ce qu'il est compréhensible, est-ce que ça nous paraît correct, mais jamais un scientifique refait l'expérience d'un papier qui est soumis. Donc ça va être le même schéma va s'appliquer. On va peut-être, merci beaucoup. J'ai un petit peu peur qu'on s'embarque dans des considérations trop techniques au risque d'ennuyer une partie de l'auditoire, mais je pense que c'est crucial, c'est très important, et je pense qu'il faudrait qu'on essaye d'élargir un petit peu. Allez-y, madame. No, I only had a brief response to Simon before, but then you started. Okay. Sorry, 1 second. Apologies if I'm speaking English, but my French is not good enough. Mathieu Froger from the University of Nottingham. I think I slightly disagree with the observation that there is no correlation between reforms in public governance and public policies and RED. Obviously, it is not directly the product of RED actions. There have been some good or bad, but some measures taken as part of the readiness process. But I think it's either the illusion or the promise of the money that RED will mobilize at some point that makes some governments move. This is my sense. You can say, for instance, that it has been made at the point in the UNFCCC negotiations that you the North, you've been asking us to reform our governance, to change our laws, etc., and we haven't seen money coming. So they started a process that now is slowed down because there is no finance forthcoming. And on the other hand, you see in Indonesia that with all the problems it's got, it has started some programs to reform land tenure, or at least to study, and as well with land use planning, and that's because Norway has put money on the table. So there are definitely many challenges, but I don't think that without the promise of money coming from either the markets or public budget from the north, I don't think there will be any political movement in the south. Une réponse à Simon tout à l'heure, un peu plus mesurée en termes d'impact négatif sur la gouvernance. Je crois que madame a une question.
Thank you. My name is Joana Cabello. I'm from Carbon Trade Watch. Just a quick remark on Frederic, because I'm quite concerned when people try to make claims on a technical basis without addressing political issues or power issues. I mean, that's when we say this, then we tend to do very simple claims in my perspective, like the EU or European countries are reducing emissions. Where actually, when you see the real drivers, the causes of deforestation, why are we actually going up, is because mainly the EU, European countries and societies are consuming excessively and are producing overproduction and overconsumption. We know that speech. But then when we just get stuck on technical debates without realizing that these technical debates are highly political, then we can have claims like it is about reference bases, it is about how much carbon is stored in this 1 hectare, when what we should be really talking about is what is causing this problem, where is it coming from which political drivers is coming from, and it's not coming from southern countries, mostly. So I think we should, it's just a reminder, and for all of us, to redirect maybe the frame of the debate. It's not about numbers or money either. I think it is much more deeper than that. Merci beaucoup, et en fait ça me donne peut-être l'occasion de redonner la parole à Laurent Gazul, qui a peut-être une réaction à cet égard, parce que je me souviens de quelque chose vraiment qui est passé peut-être subrepticement pendant la présentation, mais qui est pourtant crucial, c'est qu'on met tout sur le dos du palmier à huile. Or, comme tu le rappelais, c'est quand même un des modes d'exploitation des terres les plus productifs qu'on connaisse. Donc finalement, est-ce que le blâme est justifié? Et peut-être que tu pourrais répondre également à ce que disait cette personne avant. Je vais élargir un petit peu également le débat, pas que aux questions économiques, mais aux questions quelque part géopolitiques également. C'est-à-dire que Frédéric nous a bien montré effectivement les courbes de déforestation au Brésil, et qui correspondent alors sans doute à une meilleure gouvernance effectivement de la forêt, correspond aussi à des drivers économiques, je dirais de rentabilité, notamment de l'élevage extensif qui est en train de diminuer de manière générale en Amérique latine, et donc quelque part un intérêt beaucoup moindre. Mais je vais revenir sur cette gouvernance. Pour moi, la gouvernance, elle est liée, et je vais faire un petit commentaire également sur le bassin du Congo du coup. Elle est liée aussi complètement à une volonté politique, et il ne faut pas oublier qu'un des drivers de la déforestation au Brésil, c'est une volonté politique d'occupation de l'espace également, une volonté politique de contrôle et donc d'occupation de l'espace, de cet espace amazonien qui était un espace très libre, et avec également des conflits aux frontières qui étaient, je dirais, assez marquants pour le Brésil. Et donc tout va de pair, c'est effectivement un intérêt économique, un intérêt mais également qui va avec un intérêt politique. Et cet intérêt politique, on est en train de le retrouver, enfin géopolitique, d'occupation de cet espace forestier, on est en train de le retrouver également au bassin du Congo. Dès que vous discutez avec un certain nombre de politiques, pas que des gens de la forêt, mais il y a une véritable volonté effectivement de développement économique, donc ça pose la question d'ailleurs de quel type de développement économique et quel modèle, mais également d'occupation de cet espace-là pour des raisons de souveraineté, également de répartition, on va dire, de la population dans l'espace, qui est pour l'instant, pour différentes raisons historiques, du peuplement, mais également historique à partir d'un certain nombre de guerres civiles qui ont fait que les populations se sont concentrées dans un certain nombre de villes ou de zones côtières notamment, avec un espace qui est libre, et il y a une réelle volonté d'occupation de cet espace-là. Et la déforestation, elle va quelque part, c'est un des paradoxes, je pense, actuellement, elle risque en tout cas d'augmenter parce qu'il y a cette volonté-là d'aller vers ces espaces-là, naturellement, et d'occuper ces espaces-là. Alors quel type d'occupation, quel type de modèle économique et autres, mais on est bien dans les mêmes logiques qu'on avait au Brésil. Et pourquoi ça déforeste également, enfin pourquoi ça s'est limité au Brésil, c'est qu'on est dans une phase également de fin, on va dire, de cette conquête de l'Amazone, en tout cas de diminution de cette conquête amazonienne, avec maintenant donc un contrôle, on n'est plus dans une phase pionnière, enfin en tout cas on diminue la phase pionnière, et on est plus dans effectivement de logiques de contrôle, de suivi, qui vont de pair donc avec effectivement le contrôle et le suivi de la déforestation. Sur l'Indonésie, on est également dans des phénomènes qui étaient similaires. Ce ne sont pas que des drivers économiques qui ont fait qu'on est allé planter, je dirais, du palmier à huile sur Bornéo. On est également dans des logiques d'occupation d'un espace,
par des populations avec une volonté gouvernementale de contrôle de cet espace-là, à travers une occupation par effectivement l'agriculture ou d'autres types d'activités économiques. Les mines peuvent y participer également. Voilà, donc ça c'était une petite chose que je voulais dire. Et bon, si je reviens sur le palmier à huile, et je vais revenir sur le bassin du Congo parce que ça me semble assez emblématique également. Donc effectivement, on est dans des fortes, je dirais, dynamiques d'expansion du palmier à huile dans le bassin du Congo, avec une volonté politique derrière, hein, de valorisation et de poussée, même si elle n'est pas tout à fait clairement affichée. Mais derrière, effectivement, il y a aussi des gouvernements et le ministère de l'Agriculture qui poussent à l'investissement agricole dans les zones forestières. Alors, ce qui est assez intéressant également, parce que c'est comme sur le Brésil, on a encore des espaces qui ne sont pas forestés et des espaces de savane en Afrique centrale qui pourraient être tout à fait occupés par le palmier. Il n'y a pas de raison agronomique, il n'y a pas de raison climatique pour qu'on ne plante pas du palmier à huile dans les zones de savane. En revanche, il y a différentes raisons qui peuvent expliquer pourquoi le palmier va plus aller vers les zones forestières. D'abord, il y a une raison économique, c'est qu'effectivement le bois et l'exploitation du bois permet de rentabiliser les premières années pendant lesquelles la plantation ne va pas produire. Parce qu'un palmier, ça ne produit pas la première année. Ça va produire 1 an, 2 ans, dans 5 ans en moyenne, hein, 5 à 6 ans avant que ça produise. Donc ces 5 à 6 ans, qu'est-ce que fait l'investisseur? Va pouvoir se récupérer naturellement sur le bois. Donc ça, c'est la première raison économique. La deuxième raison, comme je disais, elle est politique. C'est qu'en fait, effectivement, les gouvernements vont pousser aussi à aller mettre ces plantations assez loin et développer quelque part les infrastructures qui vont autour. Puisqu'une plantation, je dirais, de palmier à huile, c'est des villages, c'est de l'électricité, c'est etc. Et donc c'est aussi un moyen de promouvoir du développement, je dirais, en milieu rural, voilà, alors que les zones de savane sont plus proches des villes, je dirais, géographiquement. Et l'autre raison, effectivement, c'est que ces zones de savane, on s'en est rendu compte parce qu'on est en train d'étudier la chose, elles sont morcelées, c'est plus compliqué d'avoir des espaces continus, et pour les investisseurs, donc c'est encore une raison économique, c'est moins rentable, effectivement, même si c'est plus simple, je dirais, peut-être qu'il n'y a pas besoin de déforester, mais il y a une question de morcellement, d'utilisation de l'espace qui est un petit peu plus compliquée. Voilà. Mais alors, je réponds à Romain, effectivement, le palmier à huile, pour répondre à la demande, oui, je le répète, c'est quand même, c'est pas une Rolls-Royce, mais c'est actuellement, effectivement, le moyen, même indépendamment de la rentabilité proprement dite, c'est un moyen, effectivement, de produire beaucoup sur des surfaces limitées, contrairement à du jatropha ou du tournesol ou autre, c'est certain. Donc, bon, la demande, elle est là, et je le rappelle, actuellement, toutes les plantations pratiquement en Afrique qui sont faites, ce ne sont pas pour nourrir des marchés agro-énergétiques, c'est avant tout pour remplir la demande interne, enfin la demande locale des pays africains qui sont importateurs d'huile de palme d'Asie et dans des quantités non négligeables. Donc là, avant tout, que ce soit pour le sucre ou que ce soit également pour l'huile, c'est avant tout une indépendance quelque part alimentaire qui est visée avant de répondre à une demande énergétique qui pour l'instant ne tire absolument pas le marché, en tout cas africain. Donc, on voit bien que la demande est quand même largement responsable, c'est bien de le rappeler. Après, on aurait un autre débat possible sur les conséquences de l'intensification, aussi bien des plantations des cultures de soja, des plantations de jatropha ou des plantations de palmier à huile, mais c'est un débat qui nous emmènerait un peu trop loin. Mais sachez que les impacts de l'intensification sont loin d'être clairs et peuvent être tout à fait contre-productifs, éventuellement dans certains cas. Alors, je vais peut-être, pour des raisons pour diverses raisons de qualité, mais aussi de gender, parce que je vois quelques anglo-saxons dans la salle et j'ai peur d'avoir quelques problèmes à la fin de la session, j'aurais aimé passer la parole à nos intervenantes, éventuellement pour réagir. Alors, on voit bien que les questions d'intensification sont peut-être au cœur aussi du problème. Je voulais savoir si dans le cadre peut-être des projets qui sont mis en œuvre, des projets que vous avez étudiés dans le cadre de votre base de données, s'ils sont susceptibles de traiter de ces problèmes et si ces projets sont susceptibles de grossir aussi bien en quantité qu'en taille unitaire, par exemple. Est-ce que vous auriez une idée éventuellement de la possibilité d'action ou pas? Je n'ai pas envie de vous obliger non plus à réagir sur un point que vous ne maîtrisez pas nécessairement. Vous avez observé une tendance, je crois, des projets, en tout cas au cours des 5 dernières années. Déjà, sur ce point-là, une tendance assez forte. Est-ce qu'elle est amenée à durer, selon vous?
Oui, bah alors donc, clairement, si on regarde les chiffres, donc les premiers projets qu'on peut appeler carbone forestier, ils sont apparus au début des années 2000, et il y a eu un gros boom au cours des 5 dernières années avec une multiplication des projets très claire. Ceci dit, si on regarde l'état actuel des marchés, on peut vraiment se poser la question de l'avenir de ces projets. Est-ce qu'ils sont amenés à continuer à se multiplier comme ça a pu être le cas au cours des dernières années, et notamment avec la question de l'absorption possible des potentiels crédits carbone qui seront tirés de ces projets. Bon, pour l'instant, c'est stable. On va dire que l'an dernier, là, il y a eu le dernier rapport sur l'état du marché volontaire qui vient de sortir justement. Et on voit que les transactions de crédit carbone forestier sont stables en 2012 par rapport à 2011. C'est autour de 30 millions de tonnes de crédits échangés. Ceci dit, l'avenir est assez incertain pour les développeurs de projets, à mon avis, étant donné que, disons, quand il y a eu un énorme boom des projets, c'est parce qu'on attendait vraiment un gros lancement, un gros développement du mécanisme RED, et on s'attendait à ce que rapidement les projets soient reliés d'une façon ou d'une autre à des marchés du carbone. Pour l'instant, c'est pas du tout le cas. Le seul marché réellement actif et qui absorbe, qui demande, c'est le marché européen, il exclut tous les types de projets forestiers, RED et non RED. Voilà, donc il y avait un petit espoir avec la Californie qui est également en train de retarder l'échéance de l'ouverture aux crédits forestiers tropicaux. Et pour tous les autres marchés, pour l'instant, on est vraiment sur du crédit domestique, que ce soit en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Chine. Voilà, donc vraiment un vrai point d'interrogation sur un marché volontaire qui, à mon avis, ne pourra pas durer éternellement. C'est-à-dire que pour l'instant, on est sur des entreprises qui font principalement du mécénat. Pour certains, c'était de la pre-compliance, c'est-à-dire qu'il y avait une attente d'un changement de paradigme avec une ouverture plus grande vers les crédits carbone tropicaux. Pour l'instant, est franchement en suspens. Et moi, ce qui m'a interpellée, c'est que j'ai travaillé avec 3 fonds d'investissement qui étaient initialement des fonds de carbone forestiers. Et donc, je ne vais pas les citer parce que je ne suis pas sûre que ça se fasse. Mais concrètement, là, je viens de travailler plus amplement avec eux et je me rends compte que sur les 3, il y en a un seul qui continue vraiment à rester dans l'optique de crédit carbone forestier. Un des 3 reste sur du carbone forestier, mais sans passer par les marchés du carbone. C'est-à-dire que les investisseurs vont directement recevoir les crédits carbone pour leur compensation, donc il n'y a pas de passage par le marché. Et le 3e est vraiment en train de se tourner vers des produits plutôt agricoles, donc vraiment plutôt vers de l'agroforesterie. Donc vraiment un repli par rapport au crédit forestier. Alors à propos de mécènes, j'avais envie de demander, est-ce que les mécènes sont toujours recommandables? Je me rappelle en particulier d'un projet, je pense qu'il y a un Indonésien dans la salle qui pourrait éventuellement en parler un peu plus, de ce premier grand projet RED mis en œuvre qui s'appelle Rimba Jaya, donc à Kalimantan, Bornéo, qui avait débuté qui était censé être un projet de Gazprom, le géant gazier russe, qui devait couvrir 100 000 hectares et qui a été divisé par 2, par une sorte de magie dont on ne maîtrise pas encore tous les éléments, et surtout avec des concessions de plantation de palmiers à huile octroyées entre-temps sur ces mêmes 100 000 hectares, ce qui montre un peu la complexité de la chose et ce qui montre que les objectifs politiques parfois tentent à l'emporter sur les déclarations initiales, en tout cas. Il y avait des questions là-bas? Ouais. Peut-être que c'est mieux que je me lève parce qu'on ne voit pas de nom. Mathieu, il est là, je viens de la RDC. Et je voulais parler avec une perspective bassin du Congo, que de voir les discussions au niveau international. Je vais lire les dés. Il y a une préoccupation. Nous, on travaille, je suis dans une organisation, CEDEN. Alors, on s'est retrouvés plusieurs fois. Je vois Simon et les autres. RED. Pourquoi RED? Qu'est-ce qu'est RED? Je pense que c'est fondamental comme question. Réduction des émissions dues à XY. Et autour de ça, il y a les drivers, moteurs de la déforestation. Mais je sens que de plus en plus, il y a moins de discussions sur les acteurs qui sont à la base de ces moteurs de déforestation.
Je peux prendre les cas, par exemple en RDC, il y a des projets pilotes RED. J'ai vu les chiffres, c'est une trentaine. Et vous avez parlé des ERA, au Maïndombe. Mon organisation suit le projet ERA de près. On est sur le terrain. VVF, on suit de près. Il y a Jadora, il y a ainsi de suite. La liste ne finit pas. Et tous ces projets sont portés par ce que vous appelez porteurs de projets. Alors, on s'est dit, RED pour qui? Pourquoi RED? Mais RED pour qui? RED par qui? Ainsi de suite. C'est autant de questions comme ça qui nécessitent vraiment d'être approfondies. Parce que quand on regarde le porteur de projet, le projet tombe. Ce ne sont pas des projets qui viennent d'en bas pour remonter. Et RED semble une discussion d'experts. Et pourtant, quand on dit il faut réduire les émissions, on pointe du doigt ceux qui sont les acteurs de la déforestation. Et tous ces acteurs-là ne sont pas experts, ne sont pas scientifiques. Il faut essayer de rendre RED un peu moins scientifique, autant bien que scientifique. Parce que, peut-être ce que je vais dire, ça va vous faire rire ou quoi, ça peut étonner. On est allé dans une communauté, il y avait des peuples autochtones, il y avait des bantous. Je pose la question, est-ce que vous savez les projets X qui viennent chez vous sur le carbone? Ah non, on n'est pas informé. Est-ce que vous connaissez ce que c'est le carbone? Oui, mais on connaît bien le carbone. Vous connaissez bien le carbone? Oui. Vous avez vu le carbone? Oui. Vous l'avez touché? Oui. Et qu'est-ce que le carbone? Ils disent, mais c'est du papier qu'on utilise quand on tape avec la machine. C'est ça le carbone. Est-ce que vous avez vu ça dans vos forêts? Ah non. Est-ce que vous pouvez ramasser ça dans vos champs? Non. Mais est-ce que vous savez ce que c'est un projet carbone? Ah, c'est encore quoi? C'est la réalité. Donc les acteurs qui sont là, dans ce que vous appelez moteur de la déforestation, ils ne sont pas visés et c'est vraiment superficiel pour eux. RED pour qui, RED pourquoi, et les projets par qui, ainsi de suite, comment, ça c'est une préoccupation. Et ce que moi j'ai vu, j'ai senti dans tout ce qui a été présenté, c'est plutôt une sorte de point d'interrogation. Comme la dame qui disait tantôt, est-ce qu'on ne peut pas dire que RED ne marche pas? Ce que moi je ne sais pas si je me fais comprendre, c'est-à-dire il y a des préoccupations sur RED vise qui et qui doit être responsable. Et là je vois le porteur de projet. C'est une sorte de banditisme, permettez-moi les termes, qui s'inscrit dans la logique de la RED, où les gens qui sont forts, les gens qui ont beaucoup de moyens, viennent s'imposer dans des terres, dans des pays, à faible gouvernance, ainsi de suite. Qu'est-ce qui va se passer par la suite avec RED? Donc c'est un peu ma question dans la perspective africaine. Je ne sens pas encore RED comme une solution, parce que les peuples autochtones, les communautés avec lesquelles on travaille, on dit RED est à la fois opportunité et menace. Qu'est-ce que vous en dites? Merci. Merci. En tout cas, certains savent très bien, sans doute, en RDC, de quoi ils retournent, puisqu'il y a certains projets qui sont très intéressants, vous n'aurez pas l'occasion de les évoquer, mais comme le projet NSK, qui a pris la suite, plus ou moins, d'un projet de mécanisme de développement propre, qui est finalement, je pense, assez significatif à cet égard, à l'égard de la capacité pour certains acteurs locaux bien identifiés de capter un certain nombre de rentes, puisqu'en l'occurrence, c'est un projet qui a pris la suite d'un projet mécanisme de développement propre, qui a lui-même failli. Mais comme les personnes qui sont susceptibles de développer ces projets sont en général assez rares, deviennent des cibles privilégiées pour développer comme ça des projets les uns à la suite des autres sans qu'il y ait des résultats effectifs très convaincants sur le terrain. Excusez-moi pour la digression. Oui, allez-y. Si je peux juste... Ah bah pardon. Je vais dire un petit mot sur le palmier à huile, sujet toujours très intéressant. Effectivement, l'argument que le palmier à huile a une productivité bien plus importante, enfin bien plus importante encore, faut-il le préciser, peut-être 2-3 fois plus important qu'une culture oléagineuse européenne. Pour moi, il n'est pas pleinement recevable, ou en tout cas, il faut bien
faut bien travailler, quoi. Parce que le problème, c'est avant tout le problème des limites. Aujourd'hui, vous avez une demande qui a complètement explosé depuis le début des années 2000, où on n'utilisait pas d'huile végétale dans le mélange des carburants. Elle est en train d'augmenter, elle va faire que d'augmenter. Le secteur de l'aviation, aujourd'hui, se pose sérieusement la question, est en train de tester des carburants à base d'huile de palme ou d'autres. Donc à un moment, cette productivité qui est un peu plus importante qu'une autre, elle ne va pas effacer le fait qu'on a une demande qui est croissante et qui va poser un problème des limites. Donc je crois que c'est vraiment extrêmement important, et puis ça nous amène un petit peu à ce débat sur RED, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière cet argument. Oui, l'huile de palme c'est très bien, parce que c'est plus intéressant que de cultiver du colza en Europe. Mais dans ce cas-là, on transforme tous les pays du Sud en grenier à huile pour faire voler les avions européens. On récolte plus de bois, on prend que de l'eucalyptus parce que la productivité est meilleure. Donc on est en train de s'écarter très fortement effectivement de ce principe de responsabilité partagée mais différenciée pour aller vers une ultra-spécialisation où en fait les impacts du mode de vie de certaines personnes vont être payés plein pot par d'autres personnes. Voilà, je crois que c'est surtout ce débat-là que j'ai envie d'avoir avec la palmier à huile. Parce que quand vous êtes entouré de plantations de palmier à huile, vous vous fichez un peu de savoir quelle est la productivité, quoi. Localement, pour les gens, il y a des impacts très forts, et les tensions, tu l'as exposé dans ton exposé. En Indonésie et en Malaisie, surtout en Malaisie maintenant, le front pionnier d'expansion du palmier à huile, il commence à être saturé, il y a des résistances, donc c'est bien que là, déjà, la demande est trop forte, quoi. Donc, la question, et c'est pour ça qu'on a organisé cet atelier, c'est comment on s'attaque à cette demande croissante, au-delà de la question de la productivité. Merci. Il y avait une question tout à l'heure. Oui, derrière. Pardon. Oui, Jacques Poligny, Université de l'Illinois. Donc le paiement pour service environnemental, ça existe et c'est encore déjà très bien établi dans les pays industrialisés, hein, que ce soit le Farm Bill en Amérique du Nord ou la politique agricole commune en Union européenne. Mais il y a des grosses différences avec la manière dont ça se pratique dans les pays du Sud et notamment dans le cadre du RED, qu'on peut considérer comme une catégorie de projets paiement pour services environnementaux. Je vois trois grosses différences. La première différence, c'est que dans les PSE en Europe ou en Amérique du Nord, le contrat est établi avec des familles, avec des ménages paysans. Dans les pays du Sud, c'est avec des communautés. Et on sait déjà que ces institutions communautaires, on l'a déjà observé, hein, on sait déjà qu'elles gèrent mal, que les trésoriers partent avec la caisse, que l'argent va alimenter les réseaux familiaux d'un certain lignage au détriment d'autres groupes, etc., que les peuples minoritaires n'ont rien au passage, on le sait déjà. La deuxième différence, c'est que quand on fait un contrat PSE en Europe ou en Amérique du Nord, le fermier qui touche son argent, il fait ce qu'il veut avec. Dans les pays du Sud, il ne fait pas ce qu'il veut avec. Il y a une ONG qui va lui dire, vous allez faire de l'élevage de poulet, vous allez faire de l'apiculture, etc., etc. Et la caisse communautaire va gérer tout ça et on va vous aider, on va vous accompagner. Et on sait déjà que les projets d'apiculture, les projets d'élevage de poulet, ils ne sont pas rentables, c'est mal choisi, c'est pas adapté, c'est n'importe quoi, très souvent. Hein. Alors que le fermier, lui, dans le Nord, il va quand même gérer comme il veut et puis il va peut-être prendre des bonnes décisions. La troisième différence, c'est que les PSE dans les pays du Nord, c'est de l'argent public, alors qu'on parle de marché pour les pays du Sud. Or, on sait déjà que le marché du carbone s'effondre, que le secteur privé, finalement, peut-être s'en fiche un peu maintenant du carbone forestier, alors que la communauté internationale, donc le public, veut garder cette forêt, veut garder la biodiversité. Donc pourquoi on continue d'avoir ces distinctions? Est-ce qu'il y a dans les débats, je ne dis pas que de faire dans le Sud comme dans le Nord, ça marcherait, mais est-ce qu'il y a au moins débat? Est-ce qu'il y a au moins des expériences pilotes? Est-ce qu'il y a au moins des gens dans les négociations, pour ceux qui participent aux négociations, qui évoquent ces questions-là? Et pourquoi finalement on a ces trois différences? Et pourquoi on ne sort pas, il me semble, hein, de ces trois différences? Une réponse? C'est une question, effectivement, il y a une série de questions intéressantes. La dichotomie n'est pas si nette. Les PSE en Amérique du Sud sont essentiellement du financement public. Costa Rica, c'est une taxe sur les hydrocarbures, essentiellement. Mexique, c'est une taxe sur l'eau. Équateur, il y a des financements internationaux, mais c'est des financements internationaux publics pour l'instant. Donc sur le financement, il n'y a pas effectivement beaucoup de différence. Sur les questions des communautés, des familles, oui, là, il y a effectivement une différence pour des raisons de sociologie, simplement. Pour des raisons qu'aujourd'hui,
l'appropriation familiale des terres est à la fois une réalité, par exemple en Afrique, mais c'est une réalité qui, disons, qui reste extrêmement soumise à la contrainte communautaire plus large. C'est-à-dire, en gros, il n'y a pas beaucoup de place pour l'aventure individuelle, donc on n'a pas le choix, même s'il y a une réalité familiale. Et il y a quand même un certain nombre de choses qui se font avec les unités familiales. À Madagascar, le CIRAD, dans le cadre du FFEM, avec par exemple un projet qui finance des alternatives à la déforestation, des changements d'itinéraire technique au niveau des ménages. Effectivement, et ce choix des ménages me paraît assez important. Alors ça coûte plus cher, évidemment, c'est ça un petit peu le problème. La troisième question, c'est effectivement, là ça me paraît très important, c'est la liberté de choix. Alors, moi je suis mal placé pour en parler, puisque moi j'avais proposé, comme tu le sais, d'utiliser une monnaie complémentaire pour les paiements pour services environnementaux, c'est-à-dire qu'il faut s'interroger sur la question, sur l'effet effectivement de l'argent, de l'introduction de sommes d'argent importantes effectivement dans des sociétés paysannes, dans des sociétés rurales. Une expérimentation qui se fera peut-être un jour, c'est de voir comment est-ce qu'on peut coupler des monnaies complémentaires, des monnaies spécifiques, qui permettent d'utiliser l'argent dans un certain nombre de domaines, mais qui permet de refroidir l'argent, c'est-à-dire que ça permet éventuellement peut-être d'éviter d'avoir une ruée de personnes qui viendraient couper la forêt pour ensuite dire j'arrête de couper la forêt, donnez-moi de l'argent. Donc il y a une logique de refroidissement de l'argent qui est peut-être à réfléchir. Je dirais que là, on n'a pas assez d'expérience. Là, véritablement, je pense qu'on est devant quelque chose d'assez passionnant pour les jeunes chercheurs, enfin pour les autres aussi, qui va être de voir comment, disons, quel va être l'effet de ces paiements sur les structures sociales, sur les comportements, etc. Et là, je crois qu'il y a pas mal de choses à faire, mais ce sont des questions effectivement très intéressantes. Eh bien, ça tombe bien, parce que c'est effectivement un champ de recherche en plein développement. La substitution des motivations intrinsèques par des motivations extrinsèques, à partir du moment où on introduit des incitations financières, les gens ont tendance éventuellement à changer de normes sociales et à oublier certaines autres motivations. Ce qui est fait pour les États, comme on disait ce matin, comme pour les ménages. Exactement. Oui, non, mais... Après, est-ce que tu pourrais juste rappeler en deux mots monnaie spécifique? Je ne suis pas sûr que pour tout le monde ça a été très... Monnaie spécifique, en gros, c'est une monnaie qui ne peut être utilisée que dans un circuit court. Je dirais, c'est un peu ça. Ce sont vos chèques déjeuner que certains d'entre vous, ceux qui ont encore la chance d'être salariés, peuvent recevoir. Il y a une question par là. Alors, madame. Jutta Kiel, avec le mouvement mondial pour les forêts tropicaux. Et pour être courte et claire, je vais continuer en anglais, c'est plus facile pour moi. One comment and one question. The comment is relating to the last point. Is REDD making things worse? I think if we look at Brazil, we can see the side effects of REDD that undermine existing legislation. Brazil last year changed its forest code, legislation that was responsible in part for reducing emissions and reducing deforestation in Brazil. Now, instead of landowners protecting between 20 and 80% of the forest on their own property, the new forest legislation introduced something called a forest protection credit. A landowner does not have to protect the required percentage on their own property, but can go to a financial exchange and buy a protection certificate. The result, very clear. Increase of deforestation in those areas where the pressure for deforestation is highest, and some very questionable certificates being offered from regions where there isn't even a road or a river to transport the logs. This is a very clear effect, a very clear consequence, because it's all built on REDD. REDD and carbon markets gave the example for introducing a different understanding, a different paradigm for how environmental legislation is considered. Instead of requesting very clear, very verifiable, very monitorable limits, and if you don't comply with the limit, you pay a fine. That in reality, of course, often didn't work. But it was a clear legal parameter. Towards a change where the law already allows the possibility to not comply with the limit. And as a result, monitoring agencies have less money available,
and deforestation will go even more up. Brazil, you can see that very, very clearly. And then the question I have for the two researchers who are working on the database. In the last 10 years that I have followed REDD, one thing that has struck me is the location of REDD projects. Where are they? In the centers of deforestation? Or far away, where communities use forests for their subsistence? Of course, they're not in the centers of deforestation. Opportunity costs are too high, violence is high. No NGO that does a forest REDD project will go to those hotspots of deforestation. Where do they go instead? To where the weakest link in the chain of deforestation is. And that is where communities, without even really looking at the drivers of deforestation, yes, are agents of deforestation, but why are they agents of deforestation? And I think that's something important to visualize as well. And my question is, will you in your database also look at comparing the location of REDD projects with the location of the real centers of deforestation and the real drivers of deforestation? Alors, justement, c'est une des questions que je me posais avant de commencer la base de données, la nature des facteurs de déforestation qui vont vraiment être, je vais dire, tackled, qui vont être traités, voilà. Et donc, au fur et à mesure qu'on révisait les rapports des différents projets, on a effectivement mis une variable dans la base de données qui était le facteur de déforestation. Et là, j'ai pas encore pu faire une analyse globale parce que j'ai pas tous les projets, mais ce qui ressort clairement, c'est que le facteur de déforestation qu'on a le plus souvent coché, c'était le local livelihoods. Donc très clairement, la plupart des projets s'attaquent, disons, aux petites causes de déforestation, donc qui sont pas non plus négligeables. Donc c'est important. Ça permet aussi de faire du REDD tout en faisant du développement. C'est un peu peut-être une justification. Mais très clairement, les gros facteurs de déforestation ne sont pas ceux qui sont le plus traités dans les projets REDD. Juste une question là-dessus, en fait, parce que est-ce que ça, c'est pas une conséquence du fait que les projets REDD, tels qu'ils existent aujourd'hui, sont des projets qui se positionnent sur le marché de la compensation volontaire et qui, en tant que tels, sont souvent partie de ce qu'on appelle la RSE, responsabilité sociale des entreprises, et que donc, bien évidemment, les questions de livelihoods, comme tu dis, sont centrales. C'est plus vendeur ça devient un composant nécessaire. Beaucoup plus vendeur de dire qu'on a participé à un projet où on a aidé les populations locales à se développer, on a fait des écoles au passage, etc., que de dire qu'on a participé à un projet de concession forestière. Et alors je pense que, Alain, tu voulais répondre, mais après, moi, comme ce que je me demandais sur les droits de développement transférables, donc je pense que c'est ce à quoi vous faites allusion, le mécanisme des droits de développement transférables, donc comme je l'ai expliqué au Brésil, à mon avis, préexiste quand même. On ne peut pas considérer que c'est une conséquence des marchés carbone. Enfin, ça, je me permets de poser la question peut-être, mais Alain, tu veux... Oui, je pense effectivement que c'est quelque chose qui est peut-être séparé du mécanisme REDD. C'est un mécanisme de cap and trade qui consiste à dire si ça coûte plus cher d'éviter la déforestation dans certaines zones de front pionnier, on va faire effectivement un marché c'est basé sur la réserve légale. C'est le fait qu'il y a une obligation de réserve légale. Dans l'Amazonie légale, chaque propriétaire doit maintenir 80%, enfin en général, sinon ça peut être 50% dans certains cas, mais en gros 80% de couverts forestiers. À partir de là, vous avez un système ça veut dire qu'on a 20% de droits de développement. Et ces 20% de droits de développement, il y a un coût d'opportunité plus ou moins fort selon qu'on est en zone effectivement très enclavée ou en zone pionnière. Là, je suis tout à fait d'accord, c'est que, bien évidemment, ça va faire plus de déforestation. Parce que là aussi, il y a un problème d'additionnalité. Parce que ce qui va se passer, c'est que, bien évidemment, les gens qui sont dans des endroits totalement inaccessibles, un peu comme la forêt du Bandundu dont tu nous parlais tout à l'heure, vont vendre leurs droits de développement que, de toute façon, ils n'auraient pas utilisés, et qui seront utilisés. Donc ça c'est une critique qui a été faite. À mon avis, ça reste relativement différent disons, de REDD. Ça peut être fait avec ou sans REDD. Ça peut être fait sans ou avec REDD. Je voudrais dire sur le Brésil juste deux choses. Il y a une vieille théorie, en
en économie politique de Robert Bates, je crois qu'il était de Yale ou de Harvard, je ne sais plus, qui disait en gros, la différence entre les pays du Nord et les pays du Sud, c'est que par exemple dans les pays du Nord, les lobbies sont très très actifs au moment du travail parlementaire, pour éviter qu'une loi passe, pour la modifier, tandis que dans les pays du Sud, tout le monde s'en fiche, et parce qu'on sait que de toute façon, les vrais enjeux, ça sera au moment de la mise en œuvre, de l'implémentation. Et le fait qu'au Brésil, c'était comme ça, la loi sur la réserve, elle existe depuis au moins une quinzaine d'années à peu près, mais personne ne l'a respectée. À partir du moment où on a commencé à sanctionner les gens qui ne respectaient pas les 80%, là les lobbies se sont dit, mais c'est très important la loi. Et à ce moment-là, ils ont commencé effectivement à s'intéresser au travail parlementaire, d'où effectivement la bataille terrible qui a eu lieu au Brésil sur les enjeux de la loi, sur lequel, à mon avis, sur l'essentiel, il y a une préservation des mesures. Il y a bien sûr un certain recul. Les lobbies agricoles ont fait leur travail, mais ils n'ont pas gagné ce qu'ils voulaient avoir au départ. Ils voulaient avoir beaucoup plus au départ. Mais c'est simplement la preuve qu'à partir du moment où on commence à appliquer la loi, eh bien, les vrais enjeux, ils se déplacent sur le Parlement. Et c'est ça, la construction d'un État de droit. Donc c'est une leçon supplémentaire que nous donne le Brésil. Le jour où en Afrique centrale, on commencera à s'intéresser, les organisations commenceront à s'intéresser à ce qui se passe dans les lois, etc., eh bien, je pense que ça voudra dire qu'on avancera vers l'État de droit. Juste, au risque de te paraphraser, parfois la dichotomie entre le Nord et le Sud n'est pas si claire. Parce que, par exemple, on a observé également en Indonésie, lorsque le moratoire de 2 ans a été remis en question pour être renouvelé, une fronde des parlementaires, qui a pour le moment échoué, mais dont on suppose qu'elle a quand même été largement poussée par des lobbies. Donc au moment où les lois, quand même, et les décrets devaient être passés. On va approcher de la pause déjeuner. Je vais prendre une dernière question, parce que ça fait longtemps que vous attendez. Et peut-être, et vous aussi. Donc on va prendre 2 dernières questions. Ok, merci. Jonas Ngo, je suis doctorant. En fait, je m'intéresse un peu au 3e point, le développement de labels permet-il de garantir l'effectivité du RED? Bon, en fait, après la présentation de Colline et Gabriela, il ressortait que les organes certificateurs, en fait, des limites sur les méthodes utilisées par les organes certificateurs dans leur activité, quoi. La question que je me pose, enfin, je veux bien me poser une question. Je regarde un peu le phénomène de certification forestière qui a été développé avec les premiers labels FSC, nés depuis 1993, assez construit, avec de grands soutiens, de grands mouvements, et aussi avec au moins 2 à 3 certificateurs crédibles, avec des standards crédibles, notamment le PFC, le FSC et autres, qui finalement tournaient sur un phénomène de guerre de labels, avec des recherches de comportement stratégique, et qui, à un moment donné, on peut penser, n'est-ce pas, était un échec. Alors je me demande, est-ce que vous pouvez présumer avec moi que le développement de labels ne garantira pas l'effectivité du RED? La question que je vais poser en second, c'est celle de savoir comment est-ce que le mécanisme d'accréditation des organes certificateurs, notamment le VCS et le CCBA, est construit. Merci. Alors, ça marche. Comme je l'ai montré justement avec l'exemple de Mindombe, on voit que le VCS notamment ne suffit pas forcément à prouver, ne suffit pas en réalité à prouver le succès d'un projet RED. Après, c'est pas le seul standard qui existe. Il y a des développeurs de projets qui choisissent de certifier eux-mêmes leur crédit. En fait, parce que le VCS en fait, propose des méthodologies harmonisées, mais chaque projet peut choisir de certifier ses crédits. Donc là, à l'heure actuelle, c'est difficile de savoir si ces standards vont prouver l'efficacité des projets RED, mais je pense que c'est pas le... Voilà. L'autre question. Mécanisme d'accréditation des organes certificateurs. Comment ça fonctionne? En fait, alors si je ne me trompe pas, c'est le développeur projet qui développe son Project Design Document, le PDD, en fonction de la méthodologie VCS qu'il a choisi d'utiliser, en fonction du type de projet. Il va la soumettre au VCS qui va dans un premier temps valider le PDD. Donc s'il n'est pas validé, en fait, il peut émettre des réserves sur certains points et le relancer au développeur projet. Et il va y avoir des allers-retours comme ça jusqu'à ce que le VCS le valide. Et ensuite, ce projet sera vérifié par un organisme indépendant qui va revoir toute la méthodologie et qui va à ce moment-là vérifier le projet. Donc c'est en fait en 2 étapes.
C'est vrai que je m'intéressais aussi à savoir comment est-ce que... Alors, je crois que quelqu'un voudrait juste préciser là-dessus. Au fond. Après, je ne vous oublie pas. Quelques petites précisions, j'ai des petits soucis avec les réponses qui sont formulées, notamment sur ce point-là. En fait, le processus, même la validation, est externalisé, c'est-à-dire que c'est pas du tout le développeur de projet qui traite en direct avec VCS, c'est bien un organisme certificateur externe, comme Bureau Veritas ou d'autres, qui vient valider le projet, des fois valider et vérifier en même temps le projet pour le compte de VCS. Donc c'est comme ça, généralement, que ça fonctionne. Et petite chose que je voudrais introduire sur ces questions de vérification, alors c'est pas le cas de VCS malheureusement, et on le regrette même en tant que développeur de projet, mais par exemple pour CCBA, vous avez par exemple tous les projets qui sont en cours de validation, qui sont soumis à commentaires publics sur le site internet de CCBA. Donc n'importe qui dans le monde, ici dans cette salle, peut émettre des réserves et critiquer. On l'a fait parfois vertement à Madagascar. Et du coup, il y a une transparence qui, pour la plupart des projets qui sont financés par l'aide publique au développement, n'existe absolument pas. Et ça, je voudrais quand même mettre ça sur la table, c'est que on est quand même encore aujourd'hui dans RED, dans de l'aide publique au développement, et qu'il y a quand même des changements fondamentaux dans les projets RED et les projets carbone en général par rapport à ce qui se faisait auparavant. À savoir, auparavant, on devait justifier des fonds qu'on avait dépensés, on faisait un beau rapport d'activité, et puis ça suffisait généralement aux bailleurs. Aucune mesure d'impact de tous ces fonds qui étaient dépensés jusqu'à présent. Donc certes, le processus est peut-être encore perfectible, très largement, comme n'importe quel processus de labellisation, mais il faut quand même avoir en tête qu'on est en train de changer un peu de paradigme dans l'aide au développement pour les pays du Sud. D'accord. Une tonalité plus positive. Je suis désolé, je vais être obligé vraiment de... À moins que vous ne vouliez pas déjeuner, je ne sais pas. Il y a quelque chose qui ne sort pas que j'attendais en fait. Ouais. J'aimerais bien savoir, s'il vous plaît, j'aimerais savoir, est-ce que le VCS et le CCPA sont responsables devant un organisme? Voilà, on a une session demain matin en fait. Je suis désolé, on va avoir une session là-dessus. Donc vraiment, on aura tout le temps de décortiquer le problème. Ce sera le moment de... Donc je vais prendre la dernière question. Madame. Thank you very much. Simona Lovera from Global Forest Coalition and Sobrevivencia Paraguay. I'm actually also a guest researcher at the University of Amsterdam. First of all, I mean, there was a lot of discussion about what is RED, and I was personally provoked by saying 10 years RED, because legally, of course, it only exists 3 years, and it's still in the design phase. We only will know at the earliest at the end of this year what RED is. And there was actually a big discussion yesterday at the RED partnership meeting in Bonn, because the developing countries were quite angry that the funders tend to classify a lot of their finance as RED now, while they don't consider that finance at all. So I think that links up a lot with what was just also said about the legal situation in Brazil, etc. The other thing, of course, it's what was said about the history of RED. And I think it was actually mentioned that a very fascinating twist is that in 2005, negotiations on a global forest fund collapsed in the UNFF. And one of the options indeed that was put on the table by Alain was also the same forest fund. But there's not a real clear analysis of the relationship between forest finance and avoided deforestation. And we're actually doing an analysis of that, and I'll present a little bit of that tomorrow, just because it's fascinating that we found hardly no relationship. And there's no research after that. PES also, there's been a lot of talk about PES being so successful. The only case mentioned is Costa Rica, which reduced its deforestation, increased its forest cover from 21% to 42% the 10 years before it introduced its PES system. So please don't say that Costa Rica is a PES success story. It's just not. However, having that said, all the analysis on the effectiveness of PES is saying it does work as a social program. You know, there's income increase. So as a co-benefit, it can sometimes work. And actually, the last week's ICRAF did a presentation of one of the side events we organized. They have experimented with PES systems for 10 years. They came up to all kinds of challenges, conflicts. I think Jutta and other people also mentioned it. And only if it's a very integrated process, in which basically it's a co-benefit of a social program, it sometimes works. Yeah, just to say that in Paraguay, I very much agree with what is said about, you know, the lack of positive effect. I mean, we have a disaster governance situations. We get 4 million readiness
money. We have the highest deforestation rate in the continent with the highest deforestation rates, as was pointed out, and it's all wasted on technicalities. And it's existing money. And 60% is wasted on MRV, consultants, lots of governments. But it depends very much indeed on the goodwill of the government, because you do every now and then see positive developments, but then it's where the governance is indeed insistent. But then when you see in Aceh, they had these wonderful projects about conserving, and then suddenly the governor changes, and now they want to deforest all the things they wanted to conserve under the RED project. Just lastly, because this is my key question, the bad news is that if you talk about these reference levels, I'm not as optimistic as what Frederic said. What's basic on the table for adoption in Warsaw is that countries may totally themselves decide how to set the reference level, the worst case scenario, and then there will be a non-intrusive facilitative process to give them some, non-binding advice of how they might do that better. So, what's also very shocking is that basically there was no discussion about drivers of forest loss. And that the chair of the negotiations in Bonn even said to the NGOs at a certain moment, well, we better discuss drivers outside RED. So, addressing drivers of forest loss is not about reducing emissions from deforestation. And my key question is, how can we address that dilemma? How can we make sure that there is a discussion about drivers of forest loss in this entire negotiation process? Especially because you will need, especially in international drivers, you will need an international agreement to make it WTO compatible. So I think we need to stop here, but you rightly point to the lack of evaluation procedures, I think, and the fact it's very difficult indeed to have real good evaluations about these projects and policies, and this might even not be in the interest of donors and funders to some extent, and even some policymakers, so it's difficult to know where the solution would lie. But, il y avait une toute dernière question, me semble-t-il, quelqu'un qui attend depuis longtemps, s'il vous plaît. Et après, je vous promets qu'on ira déjeuner. Je suis sûr que la question va être excellente du coup. Quelle pression, absolument pas. Je vais faire très très court en fait parce que ça a déjà été posé, mais je trouve que ça vaut le coup de le redire. Et puis une autre question, moi je me posais vraiment la question des acteurs. Ça a déjà été posé par un collègue avant. La question des acteurs, on parle beaucoup des investisseurs, voilà. C'est quoi la place des communautés? Je les pose volontairement de manière simpliste. C'est quoi la place des communautés locales dans ce mécanisme? Quel intérêt pour elles? Deuxième question, compte tenu en plus du fait que dans cette approche RED, les plantations sont incluses, quel lien on fait avec les débats sur privatisation, accaparement des ressources naturelles et des terres? On n'en a pas du tout parlé ce matin et ça m'intéresserait. Et alors une question un peu idiote, je me permets de la poser comme ça. Qu'est-ce qui se passe à la fin d'un projet RED quand on a installé une logique de rémunération, de compensation de rémunération pour de la déforestation évitée ou de la lutte contre la dégradation forestière? Il se passe quoi après? Voilà, je la pose de manière un peu idiote, mais c'est une question que je n'arrive pas à résoudre moi-même depuis un certain temps. Sarah Fayol, du CCFD Terre Solidaire. Merci. Et pas du tout. En fait, c'est une très bonne introduction à la session suivante, qui aura lieu après le déjeuner, parce que ça va traiter exactement de ça. Désolé de cette réponse un peu de Normand. Donc vous aurez les réponses, ne vous inquiétez pas. Merci à vous pour votre attention. Demain matin,